Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12 août 2022. Ma part d'infini de Jérôme Peignot, qui a maintenant 94 ans. Et c'est le genre de livre qui convient tout à fait à mon esprit primezotier et matiné d'un sentiment tragique. Voilà. Le tragique optimiste. Le pire est certain, mais on ne se dégonfle pas pour autant. L'issue, elle est fatale, mais on ne s'abandonne pas au nihilisme. Même si les temps sont franchement extraordinaires, dans le sens qu'ils sont extraordinairement inquiétants. Alors, je vais vous lire 2 ou 3 petits passages. Qui m'ont évidemment plu. Mais c'est exactement le genre de livre que j'aime. Je suis de plein pied avec ce type de lecture qui est bondissante, qui est fragmentaire, bien entendu, pour un esprit un peu décousu comme le mien, mais parfois, je réussis à resserrer le truc. Mais j'aime zigzaguer, j'aime aller dans toutes sortes de directions. J'aime aller où je m'attends pas moi-même. En fait, j'aime être surpris. Et la lecture, c'est une école de surprise permanente. En fait, on lit pas. En fait, je pense que vous ne lisez pas et je ne lis pas pour me conforter. Peut-être parfois pour me réconforter, mais pas pour me conforter. Et j'aime être bousculé. J'aime aussi, j'aime cette petite musique de chambre. Quand il écrit Peignot et qui nous décrit la lumière qui tombe la lumière qui tombe drue sur sa page. Il n'a absolument pas dit cela. Mais ça, c'est le travail de la lecture qui réagence, qui réinvente, qui permute, qui fait des permutations d'images. Au fond, on a un foyer incandescent dans notre esprit, producteur d'images et de sens. Et la lecture, c'est comme une sorte de, à la limite, la bibliothèque en fait, ça pourrait être une sorte de centrale nucléaire où l'atome non seulement est fissuré, mais il est canalisé pour en faire une extraordinaire puissance énergétique d'imagination. Rien n'est plus important que l'imagination, au fond. La fébrilité de la vie politique, singulièrement le comportement de ce Vibrion, quel joli mot Vibrion, de Sarkozy, entrave mon travail. J'essaye bien de tenir toute cette agitation en respect, mais n'y parviens pas toujours. Pour ce faire, j'use tant que je peux de la lecture. Ces jours-ci, je lis Walter Benjamin. On dirait qu'à l'approche de la mort, plus ou moins consciemment, je vise, grâce à lui, à me trouver à l'étiage. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai comment tu mourras. Quelle extraordinaire idée. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai comment tu mourras. Alors, imaginons une lectrice, un lecteur, amateur de romans policiers scandinaves. Comment va-t-elle mourir? Emprisonnée dans les glaces, tentant d'échapper à un tueur fou. Un roman policier en pleine quête, un cadavre qui disparaît dans la nature. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai comment tu mourras.
Alors si on s'entoure, si on s'entoure de livres, comme si, imaginez encore la scène, vous êtes couché sur votre lit. Vous faites semblant d'être mort. Vous jouez à être mort, comme on le faisait lorsque nous étions enfants. On a tous fait ça. On se couche sur le sol et on fait semblant de ne plus exister. En fait, on fait semblant de revenir à l'état d'avant qu'on existe. Alors, on fait semblant d'être mort. Et on dépose autour de notre dépouille, encore chaude cependant, on dépose des ouvrages. Et ces ouvrages-là, figurez que ce sont ceux-là qui vont vous entourer lorsque vous serez sur le point de franchir le pas. Alors, quels seraient les ouvrages? C'est cet ouvrage qui enserrerait votre dépouille, qui vous accompagnerait tel un pharaon dans l'au-delà. Alors, si vous répondez, oui, je vais m'entourer de romans policiers scandinaves, il est possible que le passage à un autre mode d'existence soit plutôt lugubre. Mais si vous y mettiez Rabelais, Montaigne, Nietzsche, Rimbaud, Dostoïevski, alors imaginez le calme qui pourrait s'emparer de vous, Pascal même, le calme, le marquis de Sade, ça ne meurt jamais, la bête ne meurt jamais. Alors imaginez comment vous pourriez franchir le pas. J'ai raconté ici, sans doute vais-je me répéter, qu'il y a plusieurs années, une cliente de la librairie, quand j'étais à Côte-des-Neiges, m'avait demandé, c'est sûr que je vous l'ai raconté, parce que il y a des histoires dans mes histoires de libraire, elle n'est pas hyper importante, mais je pense elle signifie quelque chose. Elle m'avait demandé, c'est René Depestre. Elle m'avait demandé un livre de René Depestre, car son frère, à qui il restait quelques jours à vivre, de San Francisco, avait choisi l'incinération comme mode pour faire disparaître son corps. Mais il souhaitait brûler avec ce livre tant aimé de René Depestre. Alors, et il restait quelques jours avant de procéder à la crémation. Fort heureusement, en ce temps-là, fort heureusement, j'ai réussi à trouver le livre à temps que j'ai expédié à la dame à San Francisco, afin que ce livre-là, tant aimé, flambe avec le disparu. C'est une histoire peut-être un peu sordide, mais pousser l'amour, je suis certain que je vous l'ai raconté. J'ai longtemps cherché, je ne me rappelais pas du nom de l'auteur. Et puis, il y a quelque temps, ça m'est revenu soudainement. Ah oui, c'est René Depestre. Je savais que c'était un écrivain haïtien, mais j'avais beau, et bien, moi, c'est réapparu, le nom est réapparu. Je pourrais m'arrêter là dans ma lecture. Hein? Peut-être que je vais vous lire un autre petit passage. Il cite ici Saint Jérôme. Ouais, je vais vous lire une petite citation de Saint Jérôme. Le grand scribe de la Bible. On le représente également avec une plume à la main et un crâne déposé sur sa table d'écriture. Belle image aussi, un peu inquiétante, mais qui nous dit la proximité de l'inévitable. Ne cherchez aucune satisfaction en dehors de votre ouvrage, qui seul est digne de vos soins, et seul doit compter pour vous, puisqu'il est vous-même. Pour lui,
rendez-vous libre de tout lieu. Alors quelquefois, du milieu de votre obscurité et de votre solitude, il vous arrivera d'entendre l'applaudissement des anges. Je n'ai nullement envie de mourir. J'aime trop les dentelles de soleil entre les arbres et les cris des oiseaux, mesurés et fous tout à la fois. Non. J'essaie seulement de me dire que la mort fait partie intégrante de cette merveille et que, par voie de conséquence, elle mérite, elle aussi, d'être vécue le plus possible en conscience. Un dernier passage. Nietzsche, voilà Nietzsche, notre Nietzsche qui est au ciel, m'a indiqué la voie lorsque, très jeune, j'ai lu l'origine de la tragédie. Cette voie, plus ou moins consciemment, je l'ai suivie. Chacun des livres de cet auteur lu, qu'il s'agisse du Gai Savoir, de la généalogie de la morale, ou d'Ainsi parlait Zarathustra, j'ai repris conscience de ce que je faisais et me suis trouvé justifié de consacrer ma vie à la littérature, à mon porte-plume plutôt qu'à mon sexe. De loin en loin, quelques écrivains m'ont confirmé dans le bien fondé de mon choix. Georges Bataille, qui a été jusqu'à s'identifier à l'auteur de La volonté de puissance, mon ami Jacques Saugère, qui l'a analysé comme personne dans l'esthétique de Nietzsche, et enfin Irving Yalom, qui lui a rendu vie dans son superbe livre « Et Nietzsche a pleuré ». Grâce à la lecture de ce livre-là, au moment de mourir ou presque, j'ai retrouvé l'injonction de l'éternel retour, le leitmotiv du grand penseur qui innerve toute son œuvre. Je ne pouvais trouver mieux et au meilleur moment. Mais qu'on en juge à la lecture de ce passage d'Ainsi parlait Zarathustra. Créer. Voilà ce qui nous affranchit de la douleur, ce qui allège la vie. Mais pour que naisse le Créateur, il faut beaucoup de douleur et de nombreuses métamorphoses. Oui, votre vie sera riche en amère agonie, ô Créateur. Et c'est ainsi que vous ferez les défenseurs, les avocats de tout l'éphémère. Si le Créateur doit être lui-même l'enfant qu'il s'agit de mettre au monde, il faut qu'il accepte d'être aussi la mère angésine et les douleurs de l'enfantement. En vérité, ma route m'a fait passer par des centaines d'âmes, des centaines de berceaux et de douloureux enfantements. J'ai passé par bien des départs, je connais le déchirement des heures dernières. Mais tel est mon vouloir, Créateur, mon destin. Ou, pour vous parler franc, tel est le destin que m'impose mon vouloir. Tout l'être sensible souffre en moi de se sentir prisonnier. Mais toujours mon vouloir intervient pour m'affranchir et me donner la joie. Vouloir et délivrance. Telle est la vraie conception du vouloir et de la liberté. Voilà l'enseignement de Zarathustra. Ne plus vouloir, ne plus juger, ne plus créer. Oh, puisse cette grande lassitude me demeurer toujours étrangère. Dans la recherche de la connaissance, je n'éprouve jamais que le plaisir de ma volonté, occupée à engendrer, à grandir,
Et si ma connaissance conserve en moi son innocence, c'est parce qu'elle garde toujours la volonté d'être féconde. C'est cette volonté qui m'a écarté de Dieu et des dieux. Que nous resterait-il à créer s'il existait des dieux? Mais toujours me ramène vers les hommes mon fervent vouloir créateur, tel le ciseau attiré par la pierre. Hélas, ô humain, c'est dans la pierre que dort l'image que je cherche, celle qui est pour moi l'image entre toutes les images. Hélas, pourquoi faut-il qu'elle dorme dans la plus dure, la plus laide des gangs? À présent, le ciseau s'acharne cruellement contre sa prison. La pierre vole en éclats. Mais que m'importe. J'acheverai ma statue, car une ombre m'est apparue. Tout ce qu'il y a de silencieux et de léger au monde m'est un jour apparu. La beauté du surhumain m'est apparue comme une ombre. Ah, mes frères, que m'importent désormais les dieux? Ainsi parlait Zarathustra. Jérôme Pegnaud conclut. Qui jamais a su mieux dire la grandeur de notre fausse faiblesse, chanter la musique de notre si grand pouvoir, la joie de Dionysos. Je ne sais pas pourquoi, en lisant ceci, j'ai repensé à au fameux questionnement d'Albert Camus, qui a un seul problème philosophique, c'est celui du suicide. J'ai jamais vraiment approuvé cette phrase. Et même tout jeune homme, lorsque je l'ai lue, elle m'apparaissait comme un faux problème. Et de réduire la capacité à se faire disparaître soi-même comme étant la véritable réflexion philosophique m'a toujours semblé assez incongru. Pour moi, le véritable problème philosophique, à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est celui de la liberté, qui a une seule vraie réflexion philosophique, et c'est celle que l'on forge autour de la liberté. Et cette liberté qui est nôtre, qui nous est proposée dans une sorte d'absolu de nos actes, parce qu'à chaque jour, nous pouvons poser des actes d'être libre. Et à chaque jour, nous décidons de ne pas les poser, ou d'en poser un certain nombre. Mais les actes de rupture, les actes de vraie rupture, celles qui engagent ce qu'il y a de plus profond dans notre liberté, ô combien nous répugnons à poser le geste. Combien sont nombreuses nos réticences à s'engager fermement ou à se retirer fermement de situations ou de propositions d'existence. À chaque jour, nous exerçons notre liberté un nombre incalculable de fois, pour des petits détails, des gestes sans importance, sans grande portée philosophique. Mais il y a combien d'actes qui sont à la fois des actes d'engagement et qui sont à la fois aussi parfois des actes de rupture et qui n'ont que seul fondement notre propre liberté. Alors pour moi, le problème philosophique du suicide, c'est aussi le problème de la liberté. On a tous connu, et puis plus on avance en âge, on a tous connu des gens qui se sont suicidés. Moi, j'en ai connu déjà, j'en ai un certain nombre derrière moi déjà de suicidés.
Et plus jeune, je me sentais un peu, non pas coupable, mais je me disais, en tout cas, le fait d'avoir croisé mon existence ne leur a pas donné des raisons suffisantes de rester dans le monde de la vie. Puis peut-être même certains d'entre eux auront peut-être même pensé que disparaître de ce monde où j'existe était une bonne solution. Il y aura une culpabilité des survivants. Il y aura une culpabilité, mais encore là, ça, c'est peut-être de manquer de respect aux suicidés. Je dirais pas que ça me fait toujours marrer, mais dans les transports en commun, dans le métro par exemple, on nous propose, des si on a des envies ou des pulsions, parce que souvent le suicide c'est une pulsion, mais si on a des envies suicidaires, c'est de téléphoner à tel endroit. Et j'ai un jeune ami, je ne sais pas si je dois vous raconter ça. Je vais vous le raconter. Mais j'en dirai pas davantage, il ne faut pas que je réserve je dévoile mes sources. Comment je peux vous tourner ça? En fait, voilà. Il est bénévole dans un centre téléphonique. Et c'est un jeune homme robuste, plein d'énergie, plein de vitalité, plein d'enthousiasme face à l'existence. On n'imaginerait pas ce jeune garçon, ce jeune gaillard, au nom de fondateur, passer des heures à accompagner par l'écoute des gens qui posent un geste d'espérance, en tout cas en téléphonant à un organisme pour empêcher les actes de mort. Et en boutade, en rigolant, je lui disais, si toi, tu leur disais au téléphone que toi-même, tu vas vraiment pas bien, que tu es découragé de l'existence, que tout part en couille pour toi, que ta vie, elle est absurde, plutôt que de les écouter, raconter leur vie douloureuse, toi, tu les prendras à témoin de ta propre souffrance d'existence. Je leur dirais, taisez-vous maintenant, il faut que je vous parle de ma souffrance à moi. Peut-être ça aurait un effet, tout à coup, thérapeutique pour eux. Il y a quelqu'un à quelque part qui a besoin d'eux. C'est peut-être ça aussi la tragédie du suicide. C'est de n'être rien pour personne. Jamais. Il trouvait l'idée amusante, en fait même très amusante, mais absolument inapplicable. Il ne pouvait pas faire cela. Mais moi, il m'arrive de me trouver drôle. Et puis quand quelqu'un partage ma drôlerie, si je peux dire, ça me rassure. Il me dit, je suis pas complètement débile. Alors donc, oui, Camus, on l'oublie. Nietzsche, avec sa volonté de puissance, ce vouloir, mais il dira, je ne sais plus dans quel livre, la volonté ne peut pas vouloir la volonté. Il y a quelque chose ici de l'ordre du déterminisme. C'est comme si la volonté ne pouvait pas se vouloir elle-même. C'était comme une sorte de don, peut-être. Alors on continue de vivre. Nous savons que nous sommes environnés par les ombres mortuaires. Nous sommes environnés par une multitude de problèmes de plus en plus aigus, qui semblent de plus en plus insolubles. On voit l'état de la planète. Et je pense, aujourd'hui, je lisais les journaux européens, français, sur la crise environnementale qui a lieu en ce moment en France. Et
et c'est une sorte de première au fond, c'est en tout cas ce que j'ai constaté, c'est que tous les courants s'entendent à dire qu'il y a péril en la demeure. Une fois que ce constat a été établi, et là maintenant les lignes de fracture se multiplient. Les journaux de tendance gauche accusant le capitalisme de tous les méfaits jugent qu'il n'y a qu'un seul scénario, c'est celui de la décroissance. Les journaux centre-droit ou de droite, eux, pensent que la réponse est dans la technologie et dans l'innovation. Les premiers proposent un modèle qui ne peut vraisemblablement pas tenir la route, étant donné que notre modèle économique s'appuyant sur la croissance permet à un très grand nombre d'êtres humains de manquer, de pas manquer de l'essentiel. Tandis que la réponse technologique, elle ne fait qu'aggraver les raisons du dérèglement climatique. Elle ne fait qu'augmenter les conditions. Et là, ben, la bataille idéologique fait rage. Et lisant le point de vue des uns et des autres, qui étaient vraiment dans une mouvance idéologique, dans un positionnement idéologique, je me disais, on a du souci à se faire. Je n'en dirai pas davantage pour aujourd'hui. Est-ce que demain, je vais encore revenir avec Jérôme Peignot? Parce que Peignot, avec cette proximité de la finitude, il est embusqué, hein? Il est embusqué sur le seuil de la mort. Eh bien, offre une multitude de réflexions. Et j'imagine, comme je vous disais hier, hier, je vous invitais à l'exercice de faire semblant que vous êtes entré dans votre grand âge, que vous avez atteint cet âge vénérable et que vous y êtes, que vous avez mal aux os. Et puis là, tout à l'heure, je vous invitais à faire semblant que vous étiez mort. Ça aussi, c'est un exercice assez remarquable. Moi, personnellement, je fais régulièrement l'exercice que je suis souvent mort. Ça calme les choses. Ça met les choses en perspective. Ma part d'infini, Jérôme Peignot, Les impressions nouvelles, paru en 2012, n'est-ce pas? Oui, 2022, pardon. J'ai beaucoup aimé l'année 2012, une année d'insurrection au Québec. Alors, on va confirmer la date. Eh ben non, c'est septembre 2020, ouais, pendant la pandémie. Merci et à demain.